Amis poterets des roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de la série Explications, série dans laquelle nous traitons de certaines règles pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et dans cette vidéo nous allons développer un nouvel exemple de gestion du combat entre jeunes sorciers. À vos baguettes, c'est parti. Développement de situation. Nous n'allons pas revenir dans cette vidéo sur les règles de base du combat pour Harry Potter jeu de rôle, ni reprendre toutes les règles de role-playing Chaosium concernant celui-ci. Si vous désirez en apprendre davantage sur les règles de base du combat, ou vous familiariser avec celles-ci, nous vous invitons à consulter la vidéo Explication numéro 4, qui traite de ces éléments et qui s'affiche en lien dans cette vidéo. Les bases étant considérées comme maîtrisées, nous allons pouvoir nous atteler à développer certaines situations particulières du combat, via quelques exemples choisis et illustrés. Libre à vous, maître du jeu, de vous en servir ou de vous en inspirer durant vos parties. Pour vous autres joueurs, vous êtes également libre d'utiliser les techniques et stratagèmes traités dans ces prochaines vidéos ou de les révisiter à votre façon. L'embuscade. S'il est bien une situation dans laquelle vous allez vous retrouver en tant que joueur ou en tant que maître du jeu, c'est bien le cas de l'embuscade. Raison pour laquelle nous allons développer celle-ci dans cette vidéo. Dans cette situation, un groupe d'élèves va tendre un piège à un ou plusieurs autres élèves, afin de les neutraliser ou de leur attirer des ennuis. Il s'agit d'un cas particulier de combat, car celui-ci débutera avant que tous les participants ne soient présents. Mais avant d'aller plus loin, plantons le décor de notre exemple. Deux élèves de Serpentard remarquent que leurs rivaux sortent dès que le repas du soir est terminé, pour se rendre dans une partie isolée du château. Après quelques phases de filature et de renseignement, les deux élèves parviennent à découvrir qu'ils se rendent dans une ancienne salle de cours pour y fabriquer une potion. Bien décidés à leur attirer quelques ennuis, ils vont leur tendre une embuscade dans cette fameuse salle que leurs rivaux pensent secrète. Pour ce faire, ils quittent la grande salle avant eux de manière discrète et vont les attendre sur place. Pour poser le décor, j'ai récupéré un exemple de salle de classe proposé sur le net, dont vous trouverez le lien en description, et j'y ai posé un quadrillage. Ajoutons nos deux Serpentards, que vous reconnaîtrez certainement comme étant les rivaux des scénarios que nous vous proposons sur notre site, et préparons l'embuscade. La préparation de la salle est en quelque sorte la phase 0 du combat. Durant cette phase, qui ne fait pas encore réellement partie du combat, nos deux Serpentards vont chercher à se dissimuler pour prendre leurs rivaux par surprise. Ils demandent alors une description de la salle au maître du jeu. Le maître du jeu décrit alors celle-ci avec les éléments susceptibles de les intéresser. Par exemple, c'est une salle de cours standard, environ 22 mètres sur 16. Il y a 8 bancs pour les élèves, 4 à gauche et 4 à droite, qui sont alignés les uns derrière les autres. Vous trouverez 2 chaises derrière chacun de ces bancs. Il s'agit d'assez grands bancs derrière lesquels vous pourriez vous accroupir pour vous y cacher. Au fond de la salle, un grand bureau pour le professeur est posé devant une gigantesque bibliothèque vide. Aux 2 coins à gauche par rapport à l'entrée de la salle, de petites tables ont été disposées avec des ingrédients de potions dessus. On peut également s'y cacher, mais moins efficacement que derrière les bancs. Au coin bas à droite par rapport à l'entrée, une petite étagère qui peut être déplacée pourrait également faire une bonne cachette. Finalement, au coin supérieur droit, un chaudron en train de chauffer a été installé, la fameuse potion de vos rivaux. Fort de ces informations, les deux Serpentards annoncent alors. Pour Lars. Je vais bouger la table en bas à gauche et me cacher derrière. Ils ne me verront pas en entrant puisque je ne serai pas directement devant eux. Elfrida. Pour ma part, je vais déplacer la petite bibliothèque à droite de l'entrée, pour la faire épouser l'angle. Je me cacherai derrière. Comme Lars, il ne devrait pas me voir tout de suite en entrant. Le maître du jeu annonce. Parfait. Faites-moi tous les deux votre jet de compétence discrétion. Lars, tu peux appliquer un bonus de 10% grâce à ton camouflage, et Elfrida, un bonus de 20%. Il s'agit ici d'un choix du maître du jeu. Ce dernier peut choisir de favoriser l'action des deux Serpentards en leur donnant un bonus, ou de défavoriser l'action des deux rivaux en leur donnant un malus. Il peut également choisir de faire les deux, octroyer un léger bonus aux joueurs
et un léger malus aux rivaux. On effectue maintenant les jets de dés 100. Lars possède 55% de sa compétence discrétion, à laquelle on ajoute les 10% de bonus que le jeu lui a octroyé. Il obtient un 45, ce qui nous fait une différence de 55 plus 10, moins 45, soit 20%. Elfrida possède 44% dans sa compétence discrétion, à laquelle on ajoute les 20% de bonus. Elle obtient 46 sur son jet de dés, ce qui nous fait une différence de 44, plus 20, moins 46, 18. Notons au passage que sans son bonus de camouflage, Elfrida aurait raté son jet de discrétion. La préparation de l'embuscade est désormais terminée. C'est la valeur d'Elfrida qui fera foi pour la détection des rivaux, car c'est elle qui a obtenu la valeur la plus faible. Retenons donc ce 18 et passons à la phase suivante. Maintenant que les deux serpentards sont prêts à en découdre, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée des rivaux et débuter la première phase du combat. Le maître du jeu annonce alors. Après plusieurs minutes qui vous semblent interminables, vous entendez finalement quelqu'un ouvrir la porte. Deux élèves entrent et vous les reconnaissez à leur voix. Il s'agit de vos rivaux, Kenvin Entwistle et Alice Fleming. Ceux-ci discutent à voix basse et vous comprenez qu'ils sont en train de parler de leurs potions. Ils n'ont pas l'air très attentifs et ne vous ont pas encore remarqué. Que faites-vous ? Avant de passer à la déclaration d'intention des deux serpentards, il convient de mentionner que le maître du jeu a ici effectué les 2 jets de vigilance pour les 2 personnages non-joueurs. Bien que Kevin possède un 50% en vigilance et Alice un 42%, les 2 élèves ne s'attendaient pas à être attaqués, ce qui leur vaut un malus de 20% à leur jet. C'est donc des jets sous 30 pour Kevin et 22 pour Alice qui ont dû être réussis pour tenter de repérer les serpentards. Kevin a obtenu un 32, sa différence est donc négative et son jet raté. Alice a obtenu 20, ce qui lui fait 2 de différence. Son jet est réussi, mais le résultat est inférieur à la fameuse valeur de 18 d'Elfrida. Les 2 serpentards sont donc suffisamment bien cachés pour ne pas être repérés, et bénéficient donc de la surprise. Nous entrons ici en phase de combat classique, la préparation ayant permis aux 2 serpentards de reprendre leurs adversaires par surprise. Rappelons ce que signifie être pris par surprise dans Harry Potter Jeu de rôle. Être pris par surprise signifie qu'on ne s'attendait pas à entrer en combat, et donc, de fait, on agira en dernier. Dans notre cas, les 2 serpentards agiront donc en premier, puis ce sera au tour de leurs rivaux. Passons à l'initiative et à la description d'intention des divers participants au combat. Mettons que dans ce cas, c'est Lars qui agit en premier, car ayant obtenu une meilleure valeur d'initiative. Pour Lars, je vais attendre qu'il ferme la porte et qu'il se dirige vers leur potion. Puis je lancerai un sortilège de ligotage sur Kevin. Elfrida. J'attends comme Lars et je lance un sortilège de conjonctivite sur Alice. Le maître du jeu ajoute « Pour vos rivaux, ils ne vous ont pas remarqué. Pas très attentifs, ils ne sont pas parvenus à vous repérer et se dirigent maintenant vers leur potion en discutant. » Nous pouvons désormais passer à la phase 2 du combat, soit la résolution des actions. Ligotage est un sortilège de métamorphose de niveau 2, avec un malus de 15% en temps normal. Dans cette situation favorable, le maître du jeu annonce que Lars peut appliquer un malus de 5% à ce sortilège. Lars possède 38% en métamorphose. Il doit donc réussir un jet en dessous de 38-5, soit 33%. Effectuant son jet, il obtient 32. C'est réussi. De justesse, mais réussi quand même. Kevin se retrouve donc ligoté par des cordes magiques. De son côté, Elfrida lance Conjonctivite, qui est un maléfice de niveau 3, avec un malus maximal de 30%. Comme pour Lars, le maître du jeu annonce qu'elle peut appliquer un malus de 10%. Elfrida possède 41% en mauvais sort, nécessaire au lancement des maléfices. Elle doit donc réussir un jet en dessous de 41-10, soit 31%. Effectuant son jet, elle obtient 9. C'est réussi et de loin. Alice se retrouve les yeux douloureusement encollés, sans savoir ce qu'il vient de se produire.
Résultat de ce round de combat, Kevin est hors combat. Alice incapable de voir où elle va. Il ne reste plus qu'à Elfrida à lancer un petit sortilège d'alarme pour qu'un préfet, un professeur ou rusard ne vienne voir ce qu'il se passe dans cette salle, trouvant 2 élèves en train de faire une potion de manière illégale dans une salle désaffectée. De plus, il est fort à parier que la personne les trouvant ainsi sous l'effet de 2 sortilèges n'en conclut qu'ils viennent de disputer un duel sans surveillance, ce qui est également interdit. De quoi attirer de gros ennuis aux 2 rivaux et faire perdre pas mal de points de maison. Que retirer de cet exemple? Une embuscade est une situation très favorable à ceux et celles qui la lancent. Elle permet de pallier aux problèmes de faible maîtrise dans certaines compétences en octroyant de confortables bonus. C'est donc parfait pour des élèves qui débutent leur scolarité. Une embuscade permet également de diminuer la difficulté de lancer des sortilèges en diminuant les malus appliqués. De plus, jouer une embuscade pour les personnages joueurs est quelque chose d'intéressant, car cela nécessite un minimum de préparation qui peut être fait en roleplay. Cela permet de jouer une partie basée sur la recherche d'informations, la filature, la demande et la négociation de renseignements, soit de manière subtile, soit de manière plus intimidante. Cette phase de préparation peut donner lieu à de nouvelles interactions et alliances entre les PJ et les PNJ, et créer de nouvelles tensions par la suite. C'est donc bénéfique à la fois pour les joueurs et pour le maître du jeu. La préparation d'une embuscade peut donc représenter un module intéressant à ajouter à vos parties en tant que maître du jeu, ou une solution simple et intéressante à jouer en tant que joueur pour régler une situation tendue. Pensez-y. Une fois l'embuscade réussie, les joueurs peuvent choisir d'interroger les élèves mis hors combat, leur voler du matériel comme des potions, des devoirs, du matériel de cours, des bonbons, récupérer un objet volé, ou simplement leur attirer des ennuis pour leur faire perdre des points de maison, comme dans notre exemple. L'embuscade a donc de très nombreux avantages que vous saurez, à n'en pas douter, mettre à contribution dans vos parties. Nous voici arrivés au terme de cette petite vidéo. Un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour que la magie d'Harry Potter jeu de rôle continue, et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et pensez à activer les notifications. Pensez également à laisser un j'aime ainsi qu'un commentaire pour aider notre chaîne à se développer. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord dont le lien se trouve en description, afin de parler de vos aventures avec d'autres joueurs et maîtres du jeu. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire via un don sur notre Ko-fi, également en lien en description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. En vous remerciant une nouvelle fois pour votre soutien, c'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.